Bonjour à tous. Normalement, j'ai activé le son. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Ok, parfait. Bonjour à tous. Je vais commencer simplement par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Elisabeth Géo, je suis avocate associée chez SCOV, qui est un cabinet d'avocats qui travaille sur des sujets de droit public majoritairement, donc tout ce qui est marché public, commande publique, urbanisme, aménagement, mais aussi environnement. Donc là, c'est un peu mon volet environnement, et moi, je travaille plus particulièrement sur les sujets d'économie circulaire. L'objectif de cette webconférence aujourd'hui, c'était surtout de proposer des solutions pour les porteurs de projets en matière d'économie circulaire. Donc, c'est pas le niveau de technicité pour ceux qui sont déjà juristes, etc. Je rentre pas extrêmement en profondeur dans les sujets techniques du point de vue juridique, mais l'idée, voilà, c'est déjà de vous proposer des solutions et de faire un peu du partage de connaissances. Les règles du jeu pour ce webinaire, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas prendre de questions à la fin pour que ce soit déjà suffisamment court pour tout le monde puisse suivre jusqu'à la fin. Et en revanche, vous pouvez m'envoyer vos questions. J'ai mis mon adresse mail à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez me les envoyer par mail. Et puis, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est que je vais vous envoyer un mail avec des propositions de créneaux de 15 minutes à prendre pour discuter par téléphone sur vos projets parce que les questions sont très spécifiques à chaque type de flux, chaque type de gisement, chaque type de pratique. Donc, c'est vrai que des questions, de toute façon, dans un chat, c'est compliqué d'y répondre et c'est mieux d'échanger de vive voix pour bien comprendre ce que vous faites. Un autre point sur les règles du jeu, je vais mettre en ligne demain le support de présentation et le replay aussi sera en ligne sur la chaîne YouTube du cabinet. Donc voilà, si jamais vous ne pouvez pas suivre à un moment, vous pourrez retrouver l'intégralité de la webconférence ensuite. Alors, je vais vous partager le support. Donc, comme je vous disais, le thème aujourd'hui, c'est vraiment d'aborder les principaux risques et les responsabilités, mais moins de se focaliser sans être trop anxiogène sur ces problèmes, mais surtout de vous donner des premières pistes de solutions et des premiers repères en matière de réglementation pour que vous puissiez mener vos projets sans rencontrer de gros soucis. Qu'est-ce qu'on va aborder? D'abord, en introduction, simplement vous réexpliquer pour ceux qui connaissent de loin simplement la réglementation et la matière, le fait que la réglementation est encore trop linéaire. Ensuite, on abordera donc les risques et les responsabilités rapidement pour que vous compreniez le type de problème que vous pouvez rencontrer si vous n'anticipez pas bien en amont les problèmes de réglementation pour votre projet. Et ensuite, on se focalisera sur les solutions. Donc d'abord, comment éviter le statut de déchet. Ensuite, comment sortir du statut de déchet. Et puis, finalement, je vous ai fait une petite to-do juridique pour votre projet pour que vous puissiez, de manière méthodique, mettre en place un process pour garantir la compliance de votre projet. Alors, le point de départ, c'est pour ceux qui ne sont pas familiers, le fait que la réglementation actuelle reste l'héritage d'une économie linéaire et que boucler la boucle implique de l'ingénierie juridique. Donc, vous allez voir, schématiquement, en fait, la réglementation est globalement issue du droit européen et on reste empreint de les 30 glorieuses, l'avènement du tout jetable, etc. Et donc, on ne peut plus, comme certains, il y a plusieurs clients qui viennent me voir et qui pensent que l'économie circulaire, en fait, au contraire, c'est revenir à la base, à ce qu'on fait dans d'autres pays ou ce que nous, on a fait à d'autres siècles. Simplement, voilà, on prend une brique d'un bâtiment et on la remet dans un autre. Malheureusement, nous, maintenant, avec la réglementation qu'on a mis en place, c'est bien plus compliqué de réemployer une brique, souvent, que de prendre une brique neuve normée. Alors, donc grosso modo, vous avez le schéma dans la réglementation qui est en train d'évoluer. La Commission européenne, depuis des années, essaye de mettre plus d'économie circulaire dans ses textes, mais c'est vrai que pour l'instant, le schéma reste le suivant. Vous avez une extraction des matières premières et ensuite, vous avez tout ce qui est réglementation relative aux produits. Donc, à ce moment-là, en gros, vous êtes soit un fabricant, soit un metteur sur le marché, un vendeur, un distributeur et que sais-je. Donc, à ce moment-là, vous êtes soumis à un corpus de textes
comme les règlements REACH et CLP en matière de notification pour les substances ou en matière d'étiquetage pour vos produits. Ou alors, en fonction du type de produit que vous allez vendre, vous êtes soumis à certains règlements, comme par exemple celui pour le marquage CE des produits de construction. Bref, vous avez des obligations et une responsabilité spécifique en tant que fabricant ou vendeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, cette responsabilité, elle est assez limitée au moment où vous allez céder vos produits. Grosso modo, l'idée, c'est à partir du moment où vous respectez vos obligations, vous cédez votre produit à un distributeur ou à un client final, peu importe. Et à ce moment-là, avec le transfert de propriété, il y a le transfert des risques et vous avez quand même une bonne part des obligations et de la responsabilité qui s'arrête à ce moment-là, ou en tout cas qui est limitée et qui ne vous poursuivra pas par la suite. Donc ça, c'est important. Bien sûr, il y a des exceptions comme les produits défectueux où vous savez, on peut aller poursuivre le fabricant même si le produit a été cédé plusieurs fois. Bref, il y a des exceptions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes dans la réglementation de produit, vous avez une responsabilité de vendeur, donc vous êtes responsable pour l'acheteur, mais ça s'arrête un petit peu là. Ensuite, la réglementation, quand vous ne voulez le produit, en fait, plus personne n'en veut, schématiquement, hein, c'est censé se passer comme ça, plus personne n'en veut, donc bim, on bascule du côté déchets. Et là, vous avez une responsabilité et des obligations qui sont différentes parce que vous n'êtes plus fabricant ou vendeur ou acheteur, etc. Vous êtes producteur ou détenteur de déchets. Et à ce moment-là, vous avez d'autres obligations et d'autres responsabilités qui sont souvent prévues par la directive de 2008, donc qui est une directive cadre sur les déchets qui a été révisée un bon nombre de fois et justement notamment pour mettre plus de circularité. Mais grosso modo, le schéma, c'est on se défait du déchet et puis on le valorise ou on l'élimine. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand vous maniez du déchet, et parfois du coup sans le savoir, ça reste moment où vous transférez à un tiers ou vous cédez à un tiers. Votre responsabilité pour tous les producteurs et détenteurs de déchets, elle vous suit jusqu'à l'élimination et la valorisation finale. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre parce qu'il y a une responsabilité administrative, il y a une responsabilité pénale, même contractuellement, il peut y avoir des enjeux. Et donc, c'est une responsabilité qui vous suit. Et donc, vous ne pouvez pas simplement vendre votre déchet et vous dire après ou le transmettre à un tiers et dire voilà, je m'en lave les mains, ça ne me concerne plus. Non, ça vous concerne toujours. Donc, c'est la grosse différence, notamment avec tout ce qui est produit. Le problème qui va se poser ensuite, je passe à la slide suivante, voilà, c'est à partir de quand justement vous êtes en train de manier du déchet et vous faites un projet avec des déchets. Le problème, c'est que cette définition, elle a été pensée de manière extrêmement large. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, comme la responsabilité va vous suivre jusqu'au bout, là, la définition, elle est extrêmement large pour pouvoir trouver un responsable solvable. Donc, l'idée, c'est de faire une définition qui permette à n'importe quel moment, s'il y a un problème avec ces déchets, un problème en matière de pollution, un problème en matière de santé, etc., c'est d'aller chercher un responsable. Donc, la définition, c'est est un déchet, toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Donc là, vous imaginez bien que autant le critère de, voilà, vous vous défaites du déchet, vous le transmettez à un tiers ou à un gestionnaire de déchets ou vous le mettez à la déchetterie, ça c'est assez clair. L'obligation de se défaire, c'est les cas, par exemple, où c'est des produits qui sont contaminés au plomb ou, pardon, excusez-moi. Ou alors, vous avez des matériaux qui sont amiantés. Bref, tout ça, vous avez l'obligation de vous défaire du déchet. Donc, le problème, c'est évidemment la question de quand est-ce qu'on a l'intention de se défaire d'un objet ou d'un bien. Donc, ce critère, évidemment, il est piégeux. Il a vocation à aller chercher des responsables le plus largement possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'existence réelle d'un déchet doit être vérifiée au regard de l'ensemble des circonstances. Donc ça, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui le rappelle à chaque fois. Donc ça va être un casse-tête à chaque fois si vous avez un projet d'économie circulaire, de vérifier dans chaque circonstance si vous rentrez, la matière ou l'objet ou le matériau ou la substance rentre dans cette définition. Donc, pour simplifier ce point, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher des solutions pour éviter le statut de déchet ou alors pour en sortir. Pourquoi je commence un peu, je vous mets en amont le côté un peu pathologique de la chose, les risques et les responsabilités.
Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais vous faites un projet d'économie circulaire avec des déchets et que vous ne le savez pas? Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. D'abord, bien sûr, il y aura un problème d'accès au marché avec l'administration si jamais il y a un contrôle ou vous le portez à sa connaissance et qu'elle vous dit, bah non, en fait, vous essayez de commercialiser des déchets, vous garantissez pas le respect de la réglementation relative aux produits, vous respectez pas le principe de limite des effets sur l'environnement ou sur la santé, etc. Donc, les sanctions administratives, ça peut être des mises en demeure, des mises en demeure, des amendes, des astreintes, des fermetures, bref, c'est quand vous avez un problème avec l'administration. Vous pouvez avoir aussi des poursuites pénales. Donc ça, encore une fois, c'est plus grave, c'est plus rare aussi. Mais par exemple, si vous n'avez pas d'autorisation pour finalement vous êtes négoce de déchets ou courtier de déchets et vous ne le saviez pas, et ben vous vous retrouvez avec des amendes, ou alors si vous gérez contrairement au code de l'environnement les matières en question, ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour les personnes physiques. Donc voilà, il y a le risque pénal qu'il faut quand même bien anticiper aussi, surtout en fonction de la sensibilité des flux ou de votre projet ou du type de matière que vous allez manier. Après, il y a aussi les problèmes de responsabilité contractuelle. Donc, notamment, si il y a un défaut d'information vis-à-vis de vos co-contractants. C'est-à-dire que vous leur vendez du déchet ou vous leur transmettez des déchets, mais vous les en informez pas. Et finalement, plus tard, il y a un problème avec ces matières ou ces matériaux ou ces produits. Votre co-contractant peut se retourner contre vous parce que vous avez commis une faute en l'informant pas justement du statut de ce que vous lui cédiez. Et s'il y a un préjudice, ce sera à vous de réparer. Donc, il peut y avoir un problème de responsabilité contractuelle. Ensuite, il peut aussi y avoir des problèmes d'assurance. Donc là, soit au moment de souscrire une assurance, on va vous dire, mais en fait, ce que vous faites, c'est pas clair, on ne comprend pas ce qui se passe, donc dans ce cas-là, on peut refuser de vous couvrir. Ou alors, il peut y avoir, et c'est peut-être peu grave, des problèmes en aval quand il y a un sinistre où on vous pose une exclusion de garantie en disant, voilà, mais en fait, ce que vous faisiez, c'était du transfert illégal de déchets ou c'était du courtage de déchets alors qu'on ne savait pas. Nous, on ne couvrait pas ce type d'activité, etc., etc. Donc, il y a le problème assurantiel qui peut se poser. Après, il y a aussi le problème à la douane, donc qui arrive aussi assez fréquemment. C'est, si vous voulez, quand vous faites de l'import-export de produits, vous êtes dans le cadre classique des règles douanières. Quand vous faites en fait de l'import-export de déchets, vous vous retrouvez avec un règlement spécifique qui s'applique et notamment, vous avez une obligation de notifier aux autorités nationales vos exports de déchets. Donc là, c'est l'hypothèse, vous vous retrouvez coincé à la douane et puis finalement, on vous explique que non, vous n'avez pas déclaré. En fait, ce que vous faites, c'est de l'export de déchets, il n'y a pas une notification. Et donc là, il y a des amendes, mais en plus, il y a des retards. Bref, c'est compliqué à ce moment-là. Et puis, brièvement, simplement pour l'évoquer, il peut y avoir des sujets de fiscalité où finalement, vous vous retrouvez sujet à la TGAP sur certains flux et certaines opérations parce que finalement, effectivement, c'était du déchet et donc soumis à une fiscalité particulière. Donc, l'objectif ici, c'est de vous donner deux manières de ne pas vous retrouver face à tous ces risques et à toutes ces responsabilités, et donc quelque part de boucler la boucle avec le droit chemin, et donc d'être sûr que vous ne vous retrouvez pas dans ces situations. Vous avez deux options pour boucler la boucle. Option 1, vous évitez le statut de déchet. Donc, quelque part, vous êtes un produit et vous restez dans la réglementation produit. À aucun moment, vous ne sortez de ce cadre. L'autre solution, c'est de toute façon, vous allez sortir du cadre à un moment, vous allez passer par une installation de traitement de déchets, etc. Peu importe, votre matière va avoir le statut de déchet, c'est incontestable. Comment vous pouvez en sortir pour retourner sur le marché et vous retrouver à nouveau avec le régime applicable aux produits et la responsabilité qui va avec. Donc, sur le premier plan, comment éviter le statut de déchet? Vous avez trois solutions. Soit vous faites de la prévention de déchets, soit vous faites du réemploi, soit vous recourez aux sous-produits. Donc, on va regarder chacun en détail pour que vous puissiez vous situer par rapport à ces trois solutions. Solution 1, pour éviter le statut de déchet, vous faites de la prévention de déchets. Donc, le Code de l'environnement nous dit que c'est toute mesure prise avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction de la quantité ou de la nocivité des déchets générés. Grosso modo, c'est l'exemple le plus simple, c'est tout le marché, notamment de la vente de stock ou de surplus. Donc, par exemple, il y a le cas sur les chantiers, mais il y a aussi
beaucoup d'autres domaines dans lesquels ça peut s'appliquer. C'est vrai que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur les sujets construction, donc j'ai aussi pas mal pris d'exemples dans ce domaine-là. Mais vous avez aussi, par exemple, le type de business où vous prolongez la durée d'usage de composants via le reconditionnement. Bref, c'est dès lors que votre projet vise à réduire la quantité de déchets qui pourraient être générés ou alors réduire la nocivité de cela. C'est la solution objectivement la plus simple. Ensuite, vous avez la solution réemploi. Là, globalement, c'est tout le marché de l'occasion qui existe depuis très longtemps. Donc, c'est quand vous allez donner une seconde vie à des objets avec un usage identique. Donc, ça, c'est important. Donc, par exemple, si vous vous faites de la revente de vélos, vous faites de la revente de matériaux issus de la déconstruction. Voilà. Je vous ai mis des petits attentions. Donc, il faut bien penser, il ne faut pas que les biens en question aient été mélangés à un moment avec des déchets, donc que ce soit dans une benne ou que ce soit par un autre process, dans des bennes de collecte, etc. Et il ne faut pas que ça ait transité par un site de gestion de déchets. Donc, sauf les cas où, par exemple, vous récupérez ces objets dans un espace réemploi d'une déchetterie qui a été aménagé exprès. Sinon, si vous récupérez sur des centres de tri ou des choses comme ça, c'est trop tard. Il y a le statut de déchet. On considère que voilà, c'est arrivé dans une installation de déchets, donc les gens s'en sont défaits. Et vous ne pouvez plus vous prévaloir de ce modèle réemploi. Pour ceux qui travaillent sur le sujet construction, pour les déchets de chantier qui sont issus de la dépose sélective, il y a un nouveau critère qui a été introduit par la loi économie circulaire. Donc, pour que ce soit bien du réemploi, il faut qu'un tri soit effectué sur le chantier par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements qui peuvent être réemployés. Donc là, j'avais fait une webconférence sur ce sujet, sur la loi économie circulaire pour le domaine de la construction. Donc, vous pouvez la retrouver sur le site du cabinet ou en ligne sur YouTube. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir pour en savoir plus. Mais donc, là, on a un critère très précis qui nous permet de savoir à partir de quand on fait du réemploi. Donc, concrètement, quand vous avez une association qui vient sur le chantier et qui va opérer un tri pour dire, voilà, ça, c'est réemployable, ça l'est pas. Donc, voilà pour le réemploi. Ensuite, vous avez l'hypothèse des sous-produits. Donc là, le sous-produit, pour vous donner une image simple, c'est vous êtes dans votre cuisine, vous faites de la pâte à tarte, donc vous avez vos petits cercles à découper, vous découpez pour faire des petites quiches par exemple, et au-dessus, tout autour, vous avez de la pâte qui reste, et vous en refaites une boule, et puis vous refaites, je sais pas, des petites pizzas à côté, quoi. Donc, c'est l'hypothèse, vous utilisez des résidus de processus de production. Bien sûr, la réglementation, elle ne vise pas l'hypothèse que je vous disais des petites quiches et des petites pizzas, c'est plus pour les processus industriels. Vous avez 5 conditions à remplir. Il faut que l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet soit certaine. Donc là, c'est l'hypothèse où vous avez déjà des partenaires qui sont intéressés pour récupérer vos processus de production. Donc, vous avez des contrats, il y a un marché qui est sûr, etc., etc. Donc ça, il y a un faisceau d'indices pour déterminer si l'utilisation ultérieure est certaine. Ensuite, deuxième condition, il faut que la substance ou l'objet puisse être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est d'éviter je réponds simplement parce qu'il y a des questions dans le chat sur des problèmes d'affichage du support de présentation. Donc, je vous confirme que le support de présentation sera en ligne sur le site du cabinet demain. Je reprécise. Donc, ce que je vous disais, l'idée de la deuxième condition, il ne faut pas qu'il y ait des traitements lourds qui s'apparentent à des traitements de déchets et par exemple qui visent à dépolluer, etc. Il faut vraiment, simplement, vous pouvez avoir des traitements mécaniques qui vous permettent bien sûr de changer la forme ou la taille de la matière, mais voilà, il ne faut pas que ça aille au-delà, donc ça peut être du lavage, etc., des choses comme ça, mais pas de traitement lourd qui s'apparente à du traitement de déchets. La troisième condition, il faut que la substance ou l'objet soit produit en faisant partie intégrante d'un processus de production. Et là, l'idée, encore une fois, c'est on est dans un site donné et donc le résultat du processus de production, on n'a pas à quitter le site pour être retravaillé et ensuite cédé.
Voilà, c'est vraiment directement, il peut être récupéré à la sortie du processus de production. Et puis les deux dernières conditions qu'on peut regrouper qui visent, si vous voulez, à garantir justement que l'utilisation ultérieure sera légale et va respecter la réglementation relative aux produits, va pas avoir d'incidence globale nocive pour l'environnement ou la santé humaine. Donc là, encore une fois, c'est justement aux producteurs du sous-produit de garantir le respect de la réglementation et donc de traiter ce sous-produit non pas comme un déchet dès le stade du processus de production, mais bien comme un sous-produit en tant que tel et donc qui respecte des spécifications techniques, etc. Le sous-produit, c'est possible avec tous vos résidus de production, peu importe leurs caractéristiques, peu importe justement qu'ils puissent être dangereux, etc., qu'ils puissent avoir des propriétés plus ou moins voilà, dangereuses. Et vous n'avez pas besoin de procédure de déclaration, de procédure d'autorisation, de cadre national, etc. C'est au producteur du sous-produit de vérifier que ces critères sont remplis et de s'en porter garant, si vous voulez, pour les personnes auxquelles il vous cède. Donc, je vais vous donner un exemple, c'est des chutes de matière dans une usine qui sont cédées à un autre industriel qui le réinsère dans son processus de production. Donc là, on vient de voir 3 manières d'éviter le statut de déchet. Donc la prévention, le réemploi ou le sous-produit. Donc, si vous arrivez à construire votre projet d'économie circulaire en passant par ces 3 chemins, c'est vivement conseillé parce que c'est plus simple. Là, on va aborder le cas dans lequel justement on va travailler, on va faire son projet avec des matières qui ont bel et bien le statut de déchet. Donc, une fois que vos matières ont le statut de déchet, si vous voulez ensuite remettre sur le marché ou réutiliser, etc., il va falloir garantir que vous sortez bien de ce statut. Donc, il y a 2 manières de sortir du statut de déchet. Il y a la sortie explicite et il y a la sortie implicite. Donc, on va voir les deux qui visent des situations très différentes. La sortie explicite, pour résumer, c'est le cas dans lequel vous avez une installation de traitement de déchets et ce qui en sort, c'est un produit. Donc, grosso modo, toutes les installations de recyclage, etc., qui vont ensuite remettre sur le marché des produits recyclés. La sortie explicite, donc ça concerne certains déchets, seulement certains, c'est ce que je vais développer après, qui sont traités dans des installations de traitement des déchets. Donc, ce sont les ICPE qui commencent dans la nomenclature par le chiffre 27. Et grosso modo, les intitulés, vous avez de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage, de la valorisation, etc. La directive européenne et puis ensuite le code de l'environnement qui la transpose vous fixe 4 conditions qui sont très proches de celles que je vous ai présentées pour les sous-produits. Donc, il faut que ce soit couramment utilisé à des fins spécifiques, répondre à un marché, répondre à respecter, il faut que l'utilisation ultérieure soit légale et respecte la réglementation relative aux produits, etc. Mais la différence, c'est que vous ne pouvez plus, là, vous-même considérer que vous respectez ces critères et considérer que ce qui sort de l'installation de traitement n'a pas le statut de déchet. Il faut soit un règlement européen, soit un arrêté ministériel national qui va fixer un cadre pour le respect de ces 4 conditions pour un type de déchet donné. Donc, c'est un gros travail à chaque fois pour une filière donnée d'obtenir son arrêté ministériel de sortie de statut de déchet explicite et de travailler avec le gouvernement pour en fixer les conditions, etc. Les conditions, ça va être, ça peut être un contrôle par un tiers en fonction de la dangerosité, enfin la sensibilité des matières. Mais ça peut être aussi des processus d'autocontrôle, c'est ce qu'on a dans le cas de la préparation en vue de la réutilisation. Il peut y avoir voilà, des attestations de conformité à établir, des registres à tenir. Bref, vous avez une batterie de choses à mettre en place pour justement garantir que, réglementairement parlant, ce qui sort de votre installation de traitement, vous pouvez bien le remettre sur le marché en tant que produit. J'attire votre attention, il y a des petites subtilités. Par exemple, on a des arrêtés ministériels de sortie de statut de déchets pour certains types de produits ou de matières.
qui sont applicables uniquement en France. Donc là, ça repose la question quand vous passez à la douane, si vous voulez exporter ce type de produit. Vous ne pouvez pas vous en prévaloir s'il n'y a pas un arrêté similaire de l'autre côté de la frontière pour les pays dans lesquels vous exportez. Donc, ce sera qualifié de déchet à ce moment-là. En tout cas, voilà, il faut se poser ces questions-là sur quand vous choisissez justement d'intervenir sur tel ou tel projet ou tel type de matière, sur ces questions de champ de commercialisation, etc. Une autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est qu'avec la loi économie circulaire et la révision de la directive, on va avoir a priori une sortie explicite facilitée pour tout ce qui est préparation en vue de la réutilisation. Donc, grosso modo, c'est un peu l'hypothèse qu'on voyait du réemploi tout à l'heure, sauf que ce sont des déchets qui sont récupérés et avec des processus un peu plus lourds de contrôle, de réparation, etc., dans des sites qui sont classés ICPE et préparation en vue de la réutilisation, tout ce qui va en sortir va retrouver son statut de produit. Et donc, il y aura, là pour l'instant, on avait un arrêté ministériel qui fixait une procédure, mais vous avez un projet d'ordonnance qui prévoit justement qu'il n'y ait même plus autant de process à mettre en place et qu'automatiquement, dans ces installations-là, tout ce qui en sortira du statut de déchet. Ce qui est assez intéressant pour privilégier justement la filière, parce que la réutilisation, ça reste quand même un mode de traitement qui est peu impactant et qui est intéressant en termes d'économie de ressources, etc. Donc voilà, ça c'est à suivre. Le projet d'ordonnance avait été mis en consultation en mars 2020. Donc pour ceux qui sont concernés justement, qui font de la préparation en vue de la réutilisation pour certains types d'objets, etc., ou certains types de produits chimiques, à suivre, parce que du coup, vos obligations vont être allégées. Donc là, on a vu le premier cas. Vous avez une installation de traitement de déchets qui permet, à l'issue du processus de traitement, de réintroduire des produits sur le marché. Donc, ces produits-là, vous pouvez vous les réutiliser aussi si vous travaillez avec ce type de matière sans difficulté. Ce n'est pas du déchet. Et là, on va aborder l'autre hypothèse, c'est le cas dans lequel ça concerne en fait les produits finis ou les produits intermédiaires, donc ça peut être des articles, des substances, des mélanges, qui sont fabriqués en tout ou partie à partir de matières premières ayant le statut de déchet et quand ils sortent d'une installation de production. Donc concrètement, c'est quand vous avez une installation industrielle de fabrication, etc., qui va utiliser des matières qui ont le statut de déchet comme matière première secondaire. Si vous voulez, cette situation, elle est classique pour certaines filières. En fait, elle existe depuis des années et des années. L'administration a finalement remis les choses à plat et reconfirmé effectivement qu'il y avait une sortie de statut de déchet implicite dans un avis de 2016. Il y a des conditions à remplir. Donc, si vous voulez travailler, par exemple, faire des matériaux à partir de matières recyclées qui ont bien ou qui bénéficient bien d'une sortie implicite, il faut respecter certaines conditions. Et notamment, une des conditions qui peut être contraignante dans certains cas, c'est que ça ne fonctionne que si votre produit fini, ou votre produit, en tout cas votre produit, il est fabriqué dans une ICPE. Donc déjà, si vous travaillez avec une installation qui est en deçà des seuils ICPE et donc qui n'est pas soumis à cette réglementation, eh bien voilà, déjà vous ne pouvez pas bénéficier de sortie implicite de statut de déchet. En tout cas, si on s'en réfère avec une lecture restrictive de l'avis de 2016. Et ensuite, il faut encore que l'intitulé de la rubrique ICPE dans laquelle votre produit va être fabriqué comprenne certains termes exacts, donc qui sont listés dans l'avis que je vous ai reproduit sur la slide. Donc, il faut que ce soit production de, fabrication de, préparation de, élaboration de ou transformation de. Et si jamais c'est pas le cas, et bien là, on se retrouve dans cette espèce d'impasse si on est sur une lecture très restrictive de l'avis de 2016. Donc voilà, à vérifier en tout cas en amont pour potentiellement justement choisir une installation qui puisse remplir ces conditions, donc trouver un partenariat qui puisse vous permettre de bénéficier de cette sortie implicite. L'autre condition, c'est s'il s'agit de substances ou de mélange de substances, il faut qu'il soit similaire à la substance ou au mélange qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets.
Là, le sujet, c'est si jamais dans les flux que vous choisissez, dans les gisements que vous choisissez, il y a des questions en termes de traces de polluants ou voilà de qualité, il faut vraiment mettre en place en amont un processus de qualité et de contrôle assez important pour justement garantir que cette condition est respectée. Ensuite, une fois que donc vous choisissez cette voie, les obligations, bien sûr, c'est le respect des règlements REACH et CLP qui est rappelé dans la vie de 2016. Donc, les obligations en matière de déclaration, d'enregistrement de substances, de notification et puis d'étiquetage. Et justement, l'autre chose à bien penser, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien penser à tout ce qui est déclaration et enregistrement ou autorisation ICPE qui est nécessaire. Ça peut être d'actualiser si vous êtes dans une installation qui a déjà en fait d'autres qui exercent une activité sous d'autres rubriques, mais bien penser à notifier la modification à l'administration pour que ce soit inclus. Et donc, le point final, c'est en gros ce que je vous conseille de faire bien en amont. Donc, plus vous êtes en amont, mieux ça se passe. Donc, pour votre projet, de vérifier déjà cette fameuse question du statut de déchet, donc de qualifier vos flux et vos gisements. Et donc, comme vous avez vu, en fait, vous pouvez par exemple avoir un projet où vous avez un melting pot, vous avez à la fois des surplus de stock, vous avez à la fois du réemploi, vous avez, etc. Vous pouvez emprunter différentes voies, mais en tout cas, bien qualifier chacun des flux, chacun des gisements pour vérifier que vous rentrez dans une des hypothèses qu'on a visées précédemment et sélectionner vos fournisseurs et vos co-contractants en question. Donc, si besoin, exclure certains flux, malheureusement, y renoncer. Par exemple, quand il y a des sujets en termes de traçabilité, etc. Et puis, si jamais, par exemple, vous êtes dans la première partie de votre boucle, vous êtes un déchet, bien choisir des collecteurs de déchets qui ont une déclaration en conséquence, bien choisir des exutoires qui ont des autorisations et qui sont agréés pour le traitement de déchets. Bref, bien boucler votre boucle et donc de qualifier en fait vos flux à chaque fois. La deuxième étape, une fois que vous avez fait ça logiquement, c'est de demander les déclarations et les autorisations qui pourraient être nécessaires. Donc, je vous ai mis à chaque fois s'il y avait des obligations d'enregistrement ou de déclaration d'autorisation. Il y en a plein d'autres, bien sûr, qu'on n'a pas évoquées, notamment tout ce qui est transport, collecte, courtage ou négoce de déchets. Les questions, ce que je vous disais, si vous faites de l'export de déchets, de notifier ce transfert des déchets conformément au règlement européen en la matière. Voilà. L'autre chose qui peut être intéressante, c'est si jamais vous êtes sur des points assez sensibles ou des volumes très importants, d'obtenir un rescrit de l'administration, même dans des cas où vous n'avez pas besoin de déclaration ou d'autorisation. Donc, vous pouvez, par exemple, prendre attache avec l'Adréal et puis leur exposer votre projet, votre flux, bien démontrer que vous respectez toutes les conditions, que vous avez des process mis en place, etc. Et obtenir un rescrit, ça peut parfois rassurer soit les investisseurs, soit les partenaires, soit les co-contractants. Voilà, donc c'est une procédure qui est non obligatoire, mais qui peut être intéressante. Une fois que vous avez mis à plat les sujets administratifs, il y a opérationnellement mettre en place vos process. Donc, soit mettre en place les process de qualité, de contrôle ou de traçabilité qui sont obligatoires, par exemple si vous gérez du déchet, ou même si justement vous voulez vous inscrire dans tout ce qui est sous-produit, mettre en place les process nécessaires et proportionnés pour, au regard de la sensibilité des flux et des matières gérées, pour garantir notamment vis-à-vis de l'administration que vous respectez la réglementation en vigueur en matière de produits, que vos produits n'auront pas d'effet global nocif sur l'environnement ou sur la santé. Donc, en gros, travailler d'un point de vue plus ingénierie, j'ai envie de dire, sur tous ces process de contrôle et de qualité. Et bien sûr, quand ils sont obligatoires, mettre en place ceux qui sont prévus, par exemple, pour les arrêtés de sortie explicite du statut de déchet, mettre en place les contrôles qui sont obligatoires. Et la dernière étape, une fois qu'on a fait tout ça, c'est de vérifier vos contrats. Donc, notamment, vérifier que vous avez bien rempli votre obligation d'information vis-à-vis de vos co-contractants. Donc là, encore une fois, l'obligation d'information, elle est protéiforme parce qu'il y a plein de fondements qui sont différents en fonction de votre co-contractant. Si c'est un consommateur, vos obligations ne sont pas les mêmes. En fonction de si vous êtes soumis à REACH et CLP, vous avez des obligations renforcées ou pas à l'égard de vos fournisseurs ou de vos co-contractants. Bref, vous avez des obligations d'information qui sont diverses et variées dans lesquelles, là, je ne vais pas rentrer en détail, mais globalement, ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est
enfin, avoir maintenant, avec la réforme des contrats, on a une obligation générale d'information qui est tout de même assez lourde. Donc, dans tous les cas, même que ce soit en préambule de vos contrats, avoir une obligation très très claire sur justement votre book ou comment ce contrat respecte la réglementation en matière d'économie circulaire. Et puis, bien penser à auditer vos cahiers des charges ou en tout cas toutes les clauses qui permettent de garantir le respect des réglementations dans vos relations avec vos fournisseurs. Donc, bien sûr, comme je vous expliquais, vu que pour boucler la boucle, souvent, il y a quand même beaucoup d'intervenants et d'acteurs différents, garantir que tout au long de cette boucle, on va respecter en matière de traçabilité, en matière de concentration de polluants, en matière voilà, enfin, globalement, toutes les caractéristiques qui pourraient être importantes de conserver ou de suivre, que vous les insériez bien dans vos contrats et dans vos cahiers des charges pour que on puisse bien justement vérifier que vous avez essayé de garantir jusqu'au bout et de A à Z la réglementation en matière de produits, en matière de déchets. Donc, je vais conclure. Comme je vous ai expliqué au début, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne vais pas répondre aux questions dans le cadre de cette webconférence parce que les questions sont très spécifiques à chaque boucle, à chaque filière, à chaque type de flux. Donc, c'est vrai que ça n'aurait pas de sens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un mail avec des propositions de créneaux de 15 minutes pour pouvoir vous expliquer, enfin prendre du temps avec chacun d'entre vous pour aborder votre boucle. Et puis, si vous avez d'autres questions, simplement, vous pouvez aussi me les envoyer par mail. Donc, je vous l'ai mis sur le support. Le support, vous pourrez le retrouver en ligne sur le site du cabinet. Et puis, le replay sera accessible à tous ceux qui étaient inscrits automatiquement là, juste après la fin de la webconférence. Et puis, je vais aussi le mettre en ligne sur YouTube. Donc, voilà, accessible pour qui a besoin de consulter. N'hésitez pas donc à revenir vers moi si vous avez des questions plus spécifiques. Encore une fois, donc ce qu'il faut garder en tête, c'est bien soit d'éviter le statut de déchet, soit d'en sortir, et donc de boucler la boucle en sachant où vous en êtes. Ce qui est important, effectivement, encore une fois, c'est de bien vérifier que vous ne faites pas du transfert ou de la vente de déchets sans le savoir. Et puis, voilà, je suis à votre disposition pour ces petits créneaux de 15 minutes tous ensemble pour vous aider à avancer sur vos projets. Merci à tous pour votre participation et puis bonne continuation, bon courage pour vos projets. Et puis à une prochaine fois, justement, je ferai d'autres webconférences s'il y a des actualités un petit peu importantes à suivre ou alors des choses qui peuvent vous intéresser de manière plus générale pour vos projets. Voilà, bonne journée à tous.